Bon, j'espère que ce sera mieux que Prometheus. Hein. T'inquiète, y a pas Guy Pearce avec une prothèse de merde là. Par contre, y a Matt Damon avec une coupe mulet. Parfait. Dis-moi, il va rester combien de temps ton pote là? 2-3 nuits, il a une galère avec sa meuf, t'inquiète. Aïe. Tu veux mater le film avec nous? Ça dépend, c'est quoi? C'est le dernier duel? Ah, c'est le film où il y a Batman qui part tous avec Kylo Ren? Quoi? Bah, c'est bien le film qui remet en question le genre épique par une virtuose mise en scène tripartite interrogeant les carcans sexistes de la société patriarcale, non? Ouais. Tu veux le voir du coup? Non. Bon. Mulet. Alors? Ah, franchement, mec, dinguerie. Hein. Je t'avais dit qu'il avait pas perdu la marine. Ah, il m'a mis une tarte, le papy, là. Moi aussi, mon papy me mettait des tartes. Ton papy, c'est Ridley Scott? Ridley qui? Ridley Scott est un cinéaste aussi légendaire que controversé, particulièrement connu pour son sens visuel indéniable, hérité de la publicité et de ses années d'études aux Beaux-Arts. Son ambition inarrêtable, entre œuvres de science-fiction visionnaires et fresques épiques monumentales, a participé à sa légende, lui permettant par ailleurs de capturer parmi les plus belles images de l'histoire du cinéma. Peu de cinéastes peuvent en tout cas se targuer d'avoir commencé leur carrière avec des films aussi somptueux que Les Duellistes, Alien ou Blade Runner, soit un film historique et 2 films de SF. Une façon comme une autre de préfigurer la suite de la carrière du metteur en scène, qui ne cessera de voguer entre les genres avec un certain brio, parfois même en le redéfinissant, ce qui n'y créera certainement pas que des admirateurs. Ah, gros, tu parles à qui, là? Au public. Ah, ok. Putain, il recommence. Car le moins que l'on puisse dire, c'est que Scott est un cinéaste qui déchaîne les passions. S'il est à l'origine d'immenses succès populaires comme Thelma et Louise, Gladiator ou encore plus récemment Seul sur Mars, le réalisateur est aussi particulièrement détesté par une frange de la critique et des cinéphiles. Il y a plusieurs raisons à cela, assez diverses et compliquées à résumer. Retenez juste que certains voient en lui un yes man peu scrupuleux qui réussit quelques films par chance, tandis que d'autres le considèrent comme un veillard sénile qui a eu quelques moments de gloire mais qui est bon maintenant pour la retraite. Les très controversés Prometheus et Alien Covenant, qui ne vous ont certainement pas laissé indifférents, ont clairement envenimé le débat et créé un fossé qui n'a cessé de se creuser depuis. Le fait que Scott enchaîne les films et les genres à une vitesse déconcertante n'arrange pas grand chose, car celui-ci a toujours assumé ne pas avoir de plan de carrière et aller là où son intuition l'amène. Je ne nie pas qu'il a eu des ratés, et ce n'est d'ailleurs pas la question. Mais je pense sincèrement qu'il reste un des plus grands cinéastes en activité, sans compter le fait que ma cinéphilie lui doit beaucoup. Son œuvre me laisse admiratif, et Le Dernier Duel est clairement une pierre majeure apportée à son édifice. Il est important de situer la place de Scott chez les cinéphiles, car elle a beaucoup joué dans l'attente et l'accueil du film qui nous intéresse. Accueilli avec une relative indifférence, et ce malgré une présentation en grande pompe à la Mostra de Venise, Le Dernier Duel a été un flop tout simplement cataclysmique. De nombreux facteurs peuvent l'expliquer, que ce soit la pandémie, la très forte concurrence de Dune et James Bond, ou tout simplement la défiance qu'inspire Scott chez certaines personnes. Quoi qu'il en soit, et malgré les critiques très positives, le film semble d'ores et déjà prêt à rejoindre les méandres de l'oubli. Et c'est terrible. Terrible parce que Le Dernier Duel est un film immense, non seulement dans la carrière de Scott, mais aussi dans le genre auquel il appartient. Si Le Dernier Duel a été probablement ma plus grosse claque de l'année dernière, ce n'est pas seulement parce que j'y ai retrouvé tout ce que j'ai aimé chez Scott. J'y ai vu avant tout un film important, ainsi qu'un blockbuster soigné à l'ambition quasiment anachronique. Sa durée fleuve de 2h35, sa grande sophistication narrative, ainsi que sa reconstitution historique rigoureuse font du Dernier Duel une fresque épique comme on n'en voit quasiment plus aujourd'hui. Malgré sa place tristement anachronique, l'œuvre a quoi qu'il en soit beaucoup de choses à dire sur notre époque, et sur un genre que Scott connaît décidément comme sa poche. Le Dernier Duel s'inscrit dans une célèbre lignée de films historiques réalisés par Scott lui-même, dont le représentant le plus populaire est sans nul doute Gladiator. On pourra citer néanmoins quelques autres films marquants, comme par exemple Kingdom of Heaven en 2005. Ou Robin des Bois en 2010. Ouais, par exemple. C'est loin d'être fini parce qu'il a l'intention d'enchaîner coup sur coup un film sur Napoléon et une suite de Gladiator. Ah ouais, putain, carrément. J'ai comme le sentiment que nous sommes en train d'assister au chant du cygne d'un cinéaste qui, du haut de ses 84 ans, a bien l'intention d'enterrer le genre épique qu'il a lui-même participé à ressusciter. Mais d'où est-ce qu'on part, et surtout, où est-ce qu'on va avec ce genre? Le genre épique à Hollywood, il faut en parler, car celui-ci a connu une histoire assez compliquée au XXIe siècle. Si les succès critiques et publics de Braveheart et Gladiator ont doté le genre d'une aura à la fois prestigieuse et populaire, la suite a été loin d'être évidente. Certaines tentatives ayant suivi le succès de Gladiator ont été de francs succès, comme par exemple le sous-estimé 3 de Wolfgang Petersen.
Mais à quelques exceptions près, le genre a été globalement synonyme de déception commerciale. Ridley Scott n'y a pas échappé non plus. Son pourtant formidable Kingdom of Heaven, financé lui aussi suite au carton de Gladiator, n'a pas déplacé les foules, pas plus que Robin des Bois ou Exodus Gods and Kings. Des films pour la plupart imparfaits, certes, mais des propositions toujours assez passionnantes, avec un sens de la mise en scène sans égal. Il faut dire qu'en tant qu'héritier de David Lean, Scott a toujours su filmer le gigantisme comme jamais, ce qui lui donne une vraie place de show à Hollywood. Il ne souffre pas vraiment de concurrence, si ce n'est peut-être Matt Reeves avec son troisième volet de La Planète des Singes. Ça va pas être possible ton pote. Mis à part le cas de La Planète des Singes, qui est en gros une sorte de néopéplum s'amusant à refaire l'histoire de Moïse, Ridley Scott est bien le seul à encore essayer de raviver le genre aujourd'hui. Heureusement pour nous, le prestige de Scott fait qu'il peut réaliser à peu près ce qu'il veut, y compris des fresques épiques se situant dans le passé, et ce malgré les échecs. Ce n'est donc pas un hasard si le cinéaste est le seul représentant du genre aujourd'hui, car il semble incarner à lui tout seul une sorte de dernier rempart résistant tant bien que mal à une fin prochaine. C'est probablement ce qui explique l'échec commercial du dernier duel, et ce qui en fait un film à contre-courant de son époque. Après tout, qu'est-ce qui peut bien attirer dans une œuvre historique aujourd'hui à Hollywood? Il n'y a maintenant que les franchises qui comptent, et on le sait tous très bien. Tout ce qui est à la marge de ce système est, au mieux voué à l'indifférence, au pire à un certain mépris. En même temps, des fresques épiques, il y en a eu tellement. Qu'est-ce que tu veux que ça raconte encore? Eh bien, beaucoup de choses, que ce soit sur le genre, notre époque, ou la carrière de Sir Ridley Scott. Le film retrace la rivalité entre Jean de Carouge, un chevalier émérite joué par Matt Damon, Mulet? et Jacques Legris, un écuyer opportuniste interprété par Adam Driver. Kylo Ren. Leur opposition prendra un tournant irréversible lorsque la femme de Jean de Carouge, Marguerite de Thibauville, jouée par Jodie Comer, lui révèle que Jacques Legris l'a violée durant son absence. Legris nie évidemment le crime qui lui est reproché, car aucune preuve ne l'accable particulièrement. Cela ne décourage pas le chevalier, qui décide de plaider sa cause devant le roi Charles VI afin que justice soit faite. Un duel judiciaire est finalement décidé, dont l'issue doit donner raison à celui qui l'emporte. Si Jacques Legris meurt, Jean et Marguerite verront leur cause considérée comme juste. A l'inverse, si Jean de Carouge est tué, Marguerite sera brûlée vive pour fausses accusations. D'ailleurs, c'est qui l'a écrit? J'y viens. Le film a d'une part la particularité d'être coécrit par 3 scénaristes, et d'autre part celle d'être divisé en 3 parties. Les 2 premières sont écrites par Matt Damon et Ben Affleck, tandis que la dernière est rédigée par Nicole Olofscener. Faire écrire un long métrage par plusieurs personnes n'est pas inhabituel à Hollywood, y compris d'ailleurs pour les films de Scott. Mais la démarche est cette fois-ci réfléchie. Les 2 premières parties mettent ainsi en scène un regard masculin, tandis que la dernière s'attache au contraire à filmer un regard féminin. Mais retenez bien tout ça, car on y reviendra plus tard. La première partie s'intitule La vérité selon Jean de Carouge, et s'attache à mettre en scène le personnage de Matt Damon comme un chevalier valeureux et compatissant. Le deuxième segment s'intitule La vérité selon Jacques Legris, et s'attarde sur le personnage d'Adam Driver. Celui-ci est décrit comme un ami fidèle, ainsi qu'un homme fou amoureux de Marguerite. A contrario, Jean est perçu dans cette deuxième partie comme un rustre incapable de rendre heureuse sa femme. La troisième et dernière partie s'intitule La vérité selon Marguerite de Carouge, avant de se transformer plus simplement en La vérité par un petit effet de montage. Cette partie s'attache, vous l'aurez compris, à montrer exclusivement le point de vue de Marguerite sur toute la situation. Ce point de vue renverse à nouveau les perspectives du récit, car il permet de se rendre compte que Legris et Carouge sont tous les deux des bourreaux qui se donnent non seulement le beau rôle, mais qui ne se soucient aussi jamais vraiment de ce que ressent Marguerite. Ce qui m'a frappé avec le dernier duel, outre son aspect contemporain, c'est qu'il a tout d'une œuvre bilan pour son auteur. La thématique de l'histoire évoque évidemment les duellistes, avec son regard moqueur sur le bris absurde de 2 hommes en quête de gloire. La forme, ainsi que l'époque dans laquelle prend place le récit, rappellera aux fans de Kingdom of Heaven quelques beaux souvenirs. D'autant plus que Scott s'associe à nouveau avec son compositeur Harry Gregson Williams, déjà derrière la BO de Kingdom of Heaven. Difficile en revanche de voir des liens avec Gladiator, avec qui le film a été massivement comparé sur les réseaux sociaux, tant le récit héroïque de Maximus semble aux antipodes de celui qui oppose Carouge et Legris. Bah pourquoi t'en parles alors? Tu t'étais pas déjà brossé les dents, toi? Du moins en apparence, car les points communs, mais aussi les divergences entre les 2 films, me semblent absolument passionnantes à analyser, et je suis d'ailleurs assez surpris que peu de gens l'aient vraiment relevé. Gladiator et le dernier duel ne sont rien de moins que des films miroirs qui se répondent avec presque 20 ans d'écart. A savoir que le dernier duel devait sortir pile 20 ans après Gladiator, mais la pandémie en a décidé autrement. On retrouve de façon évidente une forte dualité qui est présente tout au long des 2 films, avec d'une part celle de Maximus et Commode, et d'autre part celle de Jean de Carouge et Jacques Legris. Les 2 longs métrages se terminent par un combat intense entre les 2 protagonistes dans une arène, mais si les raisons de l'affrontement se rejoignent, l'un étant jaloux, l'autre voulant venger le viol et ou le meurtre de sa femme, le regard que porte le spectateur sur les 2 combats n'est certainement pas le même. Et c'est là que la structure du dernier duel, particulièrement audacieuse et pertinente, gagne tout son sens, car le film va déconstruire avec un certain brio tout le propos et l'héroïsme de Gladiator, sans pour autant les valider. Tout part d'une idée de Matt Damon et Ben Affleck, qui tombe sur un livre de Eric Yeager centré sur le dernier duel judiciaire français. D'une histoire a priori simple, qui pourrait donc rappeler le tout premier film de Scott, les 2 amis tirent une idée de narration non linéaire assez bien vue. Bien sûr,
La multiplicité des points de vue évoquera la structure de Rashomon à la plupart des cinéphiles. Mais le film de Scott utilise ce procédé d'une façon quelque peu différente. Le premier point de vue du film, centré sur Jean de Carouge, a tendance à laisser le spectateur en terrain connu. Le personnage interprété par Matt Damon se rêve en chevalier honorable et héroïque, sorte de figure cousine de Maximus dans Gladiator et Balian dans Kingdom of Heaven. Seulement, la suite du film va vite se charger de détruire cet archétype. D'une part, le point de vue de Legris s'attache à montrer le personnage comme un bouffon pathétique, dont les faits d'armes sont plus ridicules qu'honorables. My father, for 20 years! My father, I waited for 20 years! There's not a nobleman in this hall who would speak ill of your father. D'autre part, le point de vue de Marguerite, bien plus sévère, va considérablement amoindrir l'empathie que l'on a pour Carouge, qui se comporte de manière brutale et égocentrique. De fait, dans la première partie, le point de vue de Carouge sur les événements est assez parcellaire, si ce n'est à côté de la plaque, ce qui explique une narration plutôt elliptique. Un peu comme dans Exodus, non? Ouais, pas faux, mais le montage du film avait été surtout victime des impératifs de la Fox. Le cas du dernier duel est assez différent d'Exodus, car ce choix de narration a le mérite de faire sens. Le personnage de Carouge va de bataille en bataille et n'a tout simplement aucune idée de ce qui se trame dans son dos. Les seules clés qu'il a sont les éléments fondamentaux du récit, ni plus ni moins, ce qui explique une certaine impression de survol de la temporalité. Plus étonnant encore, la question du viol de Marguerite, qui est pourtant l'élément majeur du triptyque, a une place quasiment inexistante dans le récit de Carouge. C'est une façon de montrer que les vraies raisons de la colère du personnage se situent moins dans l'affront fait à sa femme que dans sa longue opposition à Jacques Legris, justement retracé en détail dans la première partie. En lui prenant non seulement des terres, mais aussi la capitainerie qui lui était promise, Legris a privé Jean de Carouge d'éléments de pouvoir typiquement patriarcaux. Le duel final est l'occasion pour Carouge de venger sa masculinité blessée, afin de reprendre l'ascendant sur son ennemi et de renouer avec la gloire. Marguerite n'est rien de plus qu'un prétexte rêvé, une petite goutte d'eau qui fait déborder le vase. Celle-ci n'existe que pour mettre en valeur son mari, qui ne se soucie d'ailleurs jamais particulièrement de son sort. Pour s'en assurer, il n'y a qu'à regarder sa réaction égoïste quand il apprend le viol perpétré par Legris lors de la troisième partie. Can this man do nothing but evil to me? De fait, en se prenant pour une figure tragique et malchanceuse, ce qui reflète par ailleurs son profond narcissisme, De Carouge se victimise et ne se rend pas compte qu'il est lui aussi un bourreau pour sa femme. Bien loin d'être un personnage aussi altruiste et honorable que Balian dans Kingdom of Heaven, qui incarnait justement l'idéal chevaleresque, le chevalier est avant tout intéressé par son propre profit. S'il est montré comme un soldat compétent et fidèle à son roi, ses raisons de se battre dans les guerres n'en restent pas moins profondément triviales. Jean de Carouge se révèle donc être le reflet déformé et peu reluisant des héros épiques habituellement présents chez Scott. Évolution par ailleurs déjà perceptible dans le traitement inhabituel que le cinéaste faisait de Moïse dans Exodus Gods and Kings, encore lui. Do not call them animals! En déconstruisant le personnage de Carouge via sa narration en 3 parties, Scott déconstruit rien de moins qu'un archétype du genre, soit le chevalier honorable et sans reproche, si ce n'est le genre en lui-même. En cela, il le modernise avec brio comme il y a 20 ans avec Gladiator, à la différence près que l'héroïsme présent dans le péplum n'est plus. La gloire est devenue une notion bien relative, et celle-ci se fait maintenant au détriment de la condition des femmes. C'est ce qui explique pourquoi l'incroyable duel final, d'une violence et d'une virtuosité à envoyer Gladiator au bac à sable, ce que je n'aurais d'ailleurs jamais vraiment pensé dire, est privé de toute valeur cathartique. L'issue du combat laisse un sentiment amer, comme si, au fond, rien n'était vraiment réglé. On en revient à Gladiator. Le péplum de Scott racontait comment la plèbe était manipulée et divertie par un spectacle de masse d'une violence effroyable. Maximus réussissait pourtant à retourner ce système contre son instigateur, l'empereur, et à transformer l'arène en lieu permettant le retour de la République. Au prix de sa vie, certes. Il n'y a rien de tout ça dans le dernier duel. L'arène est certes un lieu de résolution pour l'intrigue, mais aucun espoir n'en ressort. Le spectateur ne peut qu'être écœuré par la justice barbare et patriarcale qui semble tant amuser le roi Charles VI, personnage au demeurant assez proche de celui de Commode. Le monde décrit par Scott dans le dernier duel est si désespéré que la seule once de justice qui peut en ressortir réside tout simplement dans ce que Maximus avait réussi à combattre 20 ans plus tôt. Et c'est au détriment des intérêts de la principale concernée qu'est Marguerite. Mine de rien, ce discours pose quelques questions, et on pourrait se demander si le dernier duel ne signerait pas la mort du genre épique à la Gladiator, comme si ces idéaux ne faisaient plus sens dans le monde d'aujourd'hui. Si certains indices tendent vers cette direction, je pense que ce n'est pas le cas. Scott déconstruit peut-être de nombreux archétypes, dont il offre une perception plus réaliste et assez peu reluisante, mais son film n'est pas non plus misanthrope comme Cartel par exemple. Le film avec Cameron Diaz qui baise une voiture. Il était cool celui-là. Ouais, carrément. Cameron Diaz qui baise une voiture. Il est où le PQ? Marguerite est le cœur du film et indéniablement la seule source d'espoir de ce monde. Les archétypes du genre épique ne prévalent peut-être plus, mais Scott a encore et toujours foi en une figure féminine forte et attachante, tout comme il avait foi en Ripley, Thelma et Louise, ou encore Gail Harris dans Tout l'argent du monde. On le disait plus tôt, mais le long métrage a l'excellente idée de confronter deux points de vue masculins écrits par des hommes, Matt Damon et Ben Affleck,
a un point de vue féminin écrit par une femme, Nicole Olofsener. Le résultat, loin d'être un simple argument marketing, est effectif et donne beaucoup de cœur au récit. En donnant une parole et une existence à un personnage habituellement relégué au second plan, le scénario offre une perspective quasiment inédite dans le genre. En se concentrant sur Marguerite et en plaçant in fine l'empathie de son côté, Scott transforme donc le personnage de Jodie Comer en protagoniste central. La construction de la narration permet enfin au spectateur de la connaître et la comprendre, ce qui participe à rendre la déconstruction du genre davantage acceptable. C'est là que la question du regard masculin, ou male gaze, devient particulièrement intéressante à convoquer. Le male gaze est un terme théorisé en 1975 par la critique de cinéma Laura Mulvey pour son essai Visual Pleasure and Narrative Cinema. Il s'agit d'un regard masculin qui façonne la femme et la déshumanise, afin qu'elle soit représentée seulement dans le but de satisfaire le plaisir de l'homme. Ce regard répond à ce que Mulvey appelle la pulsion scopique, concept freudien qui pourrait être sommairement résumé comme étant le plaisir de posséder l'autre par le regard. Par exemple, lorsqu'une femme est réduite à sa beauté ou à son corps, elle est réduite à un objet de désir et de plaisir. Il est assez facile de comprendre où veut en venir Laura Mulvey en regardant Le Dernier Duel, car le film met en scène ce concept avec une vraie subtilité. Dans la première partie, Marguerite n'est qu'un personnage passif au service des humeurs de son mari, qui n'hésite pas à l'exhiber comme un trophée lors d'une cérémonie centrale au récit. Aux yeux du monde, elle n'existe que pour mettre en valeur Jean de Carouge. Ses interventions sont finalement assez rares, et n'ont que pour seul but de réconforter son mari. Jean a au contraire tous les honneurs, car il est montré comme profondément amoureux et compatissant. En somme, Jean de Carouge a tout du mari parfait, tandis que Marguerite est moins un sujet actif qu'un objet de désir. Le second chapitre n'est guère mieux et ne donne pas plus de consistance à Marguerite. Le point de vue de Legris s'attache certes à déconstruire l'image qu'avait le spectateur de Carouge, mais la présence de Marguerite à l'écran relève à nouveau de la pulsion scopique dans le sens le plus strict du terme. Les rares moments où Marguerite apparaît dans le second chapitre, scène du viol mise à part, sont toujours des scènes où elle est observée avec désir par Legris. Celle-ci lui jette régulièrement des regards troublés, que Legris interprète comme un signe de désir réciproque, signe que le spectateur ne peut ni confirmer, ni infirmer, du moins tant qu'il n'a pas encore vu le troisième chapitre. Là où le film est d'une grande intelligence d'écriture et de mise en scène, c'est qu'il adopte un regard foncièrement opposé à ce male gaze dans sa toute dernière partie centrée sur le personnage de Jodie Comer. Le regard féminin de Marguerite, ou female gaze, permet à Scott de remettre en question l'ensemble des tropes sexistes et virilistes du genre. Les gars, vous pouvez m'ouvrir ça? Ouais, bien sûr. Merci. Attends, t'inquiète, laisse-moi faire. Vas-y. Théorisé par Jill Soloway, puis par Iris Bray dans Le regard féminin, une révolution à l'écran, le female gaze est un regard qui épouse le point de vue féminin et adopte son expérience. Dit autrement, c'est un point de vue qui permet de faire ressentir l'expérience féminine et qui ne répond aucunement à une pulsion scopique déshumanisante. En somme, on parle ici de tout l'inverse des aspects les plus problématiques du male gaze. Iris Bray liste dans son livre 6 éléments qui permettent de démontrer si un film adopte le regard féminin, éléments qui prouvent justement que Le Dernier Duel adopte le female gaze dans sa dernière partie. Ainsi, le personnage principal du troisième chapitre s'identifie en tant que femme, tandis que l'histoire est racontée de son point de vue à elle, et que sa perspective remet en question l'ordre patriarcal. En voulant faire éclater la vérité, Marguerite veut en effet mettre fin à l'impunité de Legris, et donc le faire payer pour son crime, ce qui l'a fait se heurter à une justice patriarcale partielle et injuste, étant donné qu'aucun jugement légal n'est de son côté, ou ne souhaite aller dans son sens. La terrible scène du procès est à ce titre très éloquente. La parole de Marguerite est bafouée et humiliée dans un moment d'une grande violence, qui tire sa force de ces thématiques malheureusement très actuelles. Pire encore, Marguerite va confier à Jean peu avant le duel qu'elle regrette d'avoir dit la vérité, et qu'elle aurait dû se taire comme beaucoup de femmes, car l'issue éventuelle du combat la met directement en danger. Had I have known the truth would deprive me of this love, I believe I would have done what many women before me had done. Nothing. Plus globalement, la mise en scène du troisième chapitre permet enfin au spectateur ou à la spectatrice de ressentir l'expérience féminine, y compris durant la scène de viol qui est montrée d'une manière bien différente que la première fois. Alors que Legris imaginait une scène beaucoup moins violente qu'escomptée, le point de vue de Marguerite est sans équivoque et fait expérimenter au spectateur toute l'horreur de la situation. Marguerite ne donne son consentement à aucun moment et fait tomber ses chaussures dans le feu de l'action uniquement par inadvertance, ce qui sera malheureusement interprété bien différemment par Legris. Lors de l'agression en elle-même, Marguerite se débat beaucoup plus, tandis que la caméra se concentre cette fois-ci uniquement sur elle-même et sa douleur. Le spectateur finit la scène choqué par la brutalité de ce qui vient de se passer, tandis que Marguerite pleure, ce qui n'était même pas suggéré dans le point de vue de Legris. Le corps de Marguerite n'est globalement pas érotisé, et quand il l'est, le geste est conscientisé et mis en scène de manière à ce que le spectateur sache que c'est volontaire, comme lorsque Marguerite s'achète une robe à décolleté au marché afin de plaire à Jean de Carouge, ce qui déplaira par ailleurs fortement à l'intéressé. Enfin,
Le plaisir que ressent le spectateur devant le chapitre de Marguerite ne répond à aucune pulsion scopique, mais au contraire à la qualité de l'écriture du personnage. En dénonçant la situation qu'elle a vécue, et malgré les deux autres points de vue qui nient totalement sa présence en tant que sujet, Marguerite devient l'héroïne de sa propre histoire. En intitulant le 3e chapitre du film La Vérité, Scott choisit de prendre parti et de ne pas s'inscrire dans un discours disant que toute vérité serait relative, ce qui est par exemple le cas de Rashomon. Il montre au contraire qu'une vérité unique existe bel et bien, mais que celle-ci est niée au profit d'un regard dominateur proche de la scopophilie et du narcissisme, que Laura Mulvey théorise donc comme étant le regard masculin. Le film est la confrontation de ces deux points de vue, montrant que le regard masculin est totalement biaisé dans le cadre de cette affaire précise. Cette confrontation des regards est la clé du film, et permet de comprendre l'entièreté du projet de mise en scène de Ridley Scott. Car oui, on y vient. C'est la présence de ce female gaze qui permet de déconstruire un à un les archétypes du genre épique. Ce n'est rien de moins que ce changement de regard qui remet en perspective la figure du chevalier et la potentielle jouissance que l'on pourrait ressentir lors du duel final. Scott fait un pas de côté assez audacieux en faisant de Marguerite l'enjeu du combat, autant narrativement, étant donné que son issue a des conséquences directes sur elle, que visuellement, car elle est sur une estrade au centre de l'arène. Le montage s'attarde aussi énormément sur ses réactions grâce à de brefs inserts sur son visage à plusieurs moments du combat, comme si elle en était un protagoniste à part entière, ce que le montage alterné entre la préparation des 3 personnages au début du duel tend à confirmer. Le spectateur remarquera aussi que lorsque Jean de Carouge gagne, il se soucie à peine de sa femme et parade dans la ville inventant sa gloire à nouveau retrouvée. Si le male gaze montrerait probablement cette fin comme un accomplissement, le female gaze montre au contraire une victoire nuancée, qui relève plus du soulagement temporaire que du changement drastique. Toutes ces raisons font du dernier duel une œuvre de cinéma formidablement inspirante. C'est un film extrêmement pertinent et actuel qui doit beaucoup à la virtuosité de sa structure. Son récit est ainsi d'une grande maîtrise, mais il ne serait rien sans la mise en scène de Scott qui est comme toujours au diapason. Pour moi, il s'agit tout simplement d'un de ses plus grands films. Son regard sur le genre est le signe d'une remise en question malheureusement passée trop inaperçue. De par sa structure originale, Le Dernier Duel est un film qui capte les problématiques sexistes de son époque et qui ose remettre en question certaines figures du genre épique, auxquelles il appartient pourtant. L'utilisation de 3 regards distincts est très efficace et donne beaucoup de fond à un récit éminemment politique. Le film s'inscrit parfaitement dans la filmographie de Ridley Scott, qui reste indéniablement un metteur en scène de personnages féminins forts. Je vous invite donc à voir ou revoir ce film, qui ne mérite pas le triste destin qu'il a eu et qui a tous les atouts nécessaires pour obtenir une seconde vie digne de ce nom. Bon, je vais me coucher les gars. À demain. Ça c'est nos chambres, hein. Évidemment. Ouais, t'as fini? Bah, tout hasard, il prendrait pas un peu trop ses aises, ton pote? Ah, ça va, c'est pour une nuit. Oui. Juste une nuit. Oh, moi je vais me pioter là, j'en peux plus. C'était sympa en tout cas. Hein. D'ailleurs, on regarde quoi la prochaine fois? Ça te dit de voir une meuf s'accoupler avec une voiture? C'est le truc avec Cameron Diaz là? Non, pas celui-là. Là, elle tombe enceinte. Mais ça a gagné la Palme d'Or. Cameron Diaz qui baise une voiture. Mec, c'est quoi ton problème avec les voitures? La mécanophilie n'est pas une déviance! Et défendre Ridley Scott non plus. N'oubliez pas, regardons des films, mais regardons les mieux. À bientôt.